Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, on va continuer nos blitz pédagogiques sur les gambits. E4, E5, hein, c'est une réponse qu'on a souvent. On va poser la question de savoir s'il y avait une différence entre le gambit Morin et le gambit du Nord. C'est les mêmes. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on vient sacrifier le pion central avec l'idée de sortir rapidement ses pièces. Mais il y en a une, c'est sur E4, E5 et l'autre, c'est sur la sicilienne. Voilà. Ok, on va voir si on s'arrête à la première variante ou la seconde. Ok. Donc là, on a fou C4, c'est ce que j'avais joué dans une des variantes. Aujourd'hui, on va s'arrêter au premier pion. Donc on a des similitudes avec le gambit Mora. Sauf que le pion, voilà, au lieu d'être ici, il est là. Donc ce qu'on veut faire, c'est sortir rapidement nos pièces. Donc c'était l'idée même des gambits. Ce qu'on veut, c'est activer rapidement nos pièces. Alors déjà ici, on peut avoir des petites choses. Il faut toujours penser à E5. Donc pour l'instant, il reprend du pion. Mais souvent, petit roc, et puis on a la colonne, l'ouverture de la colonne, donc ça peut être toujours très intéressant. Et là, on comprend qu'il a un petit problème, c'est-à-dire que il faut d'abord qu'il sorte le fou, ensuite le pion, et ensuite l'autre fou. Voilà, c'est ça qui pose un petit peu de souci. Donc là, cavalier F3. Et là, ici, sur ce temps qui va être perdu pour le pion, on pourra développer une pièce supplémentaire. Donc ici, on a une pièce de plus de développer, et on en aura à minima 2. J'ai joué cavalier F3, mais j'avais peut-être déjà fou B3 ici. Voilà. Ça c'est dame B3. Donc ça, on en a discuté. Dame B3, on va prendre du cavalier A5. Sauf que je peux prendre sur échec. Le roi bouge. Et puis ensuite, je viens récupérer... je joue dame A4 en attaquant le cavalier. Et je récupère une pièce sur le côté. Et je l'ai déroqué. Voilà, ça, c'est une des tactiques que vous pouvez avoir ici. Comme il a joué cavalier F6, je crois que j'ai aussi cavalier G5 là, ici. Ouais, il y a des choses super intéressantes. J'ai même E4 ici. E5. Cavalier prend, je fais cavalier prend, pion prend. Fou prend. Ah, mais là, on va peut-être avoir la variante avec fou B4. Je recommence. Donc, je pousse. Cavalier prend, pion prend, fou F7. S'il prend le fou, je prends la dame. Sauf que il va avoir un contre-échec ici qui regagne la dame. Voilà, je vous montrerai ça à l'analyse. Donc ça, faut vraiment s'en méfier. Non, j'ai envie de jouer dame B3 ici. Voilà, c'est une des idées hein, d'avoir donné le pion. Là, on le retrouve dans la Ponziani. Je me souviens d'une très vieille vidéo de Luc Pitalier sur la Ponziani. Il l'a joué beaucoup à un moment donné. C'était les idées. On avait dame A4 ou dame B3, etc. Donc ça c'est intéressant parce que ça donne tout de suite un coup. Sauf que maintenant, peut-être qu'il va avoir cavalier 5. Est-ce que je réitère? Non, sur cavalier A5, j'ai déjà tout de suite la menace de gagner la dame, surtout qu'il vient de jouer dame E7. Donc là ici, il fait petit roc. Hein. Donc ça marche jamais en fait. Cavalier prend, parce que je fais cavalier prend, dame prend, et puis ensuite je reviens ici. Donc là, c'est un des problèmes de cette ouverture, c'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir jouer dame prend en attaquant deux pièces qui seront non défendues. Voilà. Et s'il prend en intermédiaire le fou, je prends sur échec. Et là, j'aurais gagné la qualité. Mais la question que je suis en train de me poser, est-ce que je ne peux pas faire fou prendre de suite et ensuite attaquer cette pièce non défendue? J'ai quand même l'impression que oui. De toute façon, on en a déjà discuté hein, sur les combinaisons tactiques. Souvent, on me pose la question, je fais des tactiques sur lichess ou chess.com. Seulement, je sais qu'il y a une solution. Et moi, dans mes parties, je rate des tactiques. Pourquoi je rate des tactiques? Parce qu'il faut faire une checklist un petit peu de tactique. Donc, le bilan matériel, on le connaît. Ici, j'ai un pion de moins. Ça, c'est important, parce qu'à l'issue de la combinaison, il faut au moins que j'ai récupéré le pion avec les intérêts, sinon ça ne sert pas à grand-chose.
Deuxième, on va chercher les pièces non défendues. Et là, dans cette position, les pièces non défendues, on en a déjà deux. Et puis quand je prends le pion en B7, on en aura une troisième. Donc ça, c'est des signes très importants de comprendre qu'une combinaison est peut-être possible ici. Troisième, sécurité du roi. Le roi ici n'a pas roqué. Moi j'ai roqué, le roi est au centre, donc il est en insécurité, forcément, par la base. C'est pas de long terme, parce que s'il réussit à bouger son fou et faire petit roc, il sera en sécurité, mais pour le moment, ici, voilà. Et le gambit, c'est la recherche d'activité très importante. Et puis ensuite, tout ce qui est tactique. Donc tout ce qui est tactique, c'est les échecs ici, les enfilades, les éventuelles fourchettes, ici ça fait fourchette, etc. La surcharge, tout ça c'est des éléments tactiques qui vont faire que vous allez avoir cette petite voix qui vous dit, bien, dans cette position, les conditions d'une combinaison tactique sont réunies, et c'est le cas. Une fois qu'on a fait le bilan que c'était le cas, qu'on doit jouer vraiment dynamique, eh bien là on va chercher les coups forçants. Alors que ce soit Joachim ou Julien Song, on dit tous la même chose, ou Marc Hénéen, c'est on va chercher les échecs en premier. Parce que les échecs, la règle du jeu implique qu'on doit parer l'échec. Donc c'est la règle du jeu, c'est le coup forçant absolu. Il ne peut pas faire autre chose. Deuxième type de coup forçant, j'entends souvent dire, vous calculez les échecs, les menaces, les prises. Oui, mais les menaces de quoi? D'abord les menaces de maths. Parce qu'une menace de maths en 1, c'est pas, on n'est pas obligé de la parer comme pour l'échec, mais en tous les cas, si on n'a pas, on a perdu la partie. Donc ça, c'est hyper important. Les menaces de maths. Ensuite, les prises. Voilà. Ici, j'ai une prise. Typiquement, j'ai une prise. Et comme je viens de prendre un différentiel de 3, il est quasiment obligé de compenser rapidement le déficit de sa pièce. Donc, reprendre. Voilà. OK. Et puis, le dernier point, c'est ce que j'appelle du petit matériel qu'attaque du gros. Donc, c'est les menaces autres. C'est-à-dire, j'ai un pion, j'attaque un fou. J'ai un fou, j'attaque une tour, j'attaque une dame. Voilà. Et ça, ces coups-là, ce sont les coups forçants. Donc ici, la prise, je le calcule. Il est obligé de faire dame ou prend pion, ou pion prend. Et ensuite, ici, j'attaque deux pièces non défendues, qui ne peuvent pas se protéger mutuellement. Et je vais prendre en plus sur échec. Donc ici, je sais que j'ai gagné quelque chose. Je sais que j'ai gagné quelque chose. Cavalier ici, je prends, voilà. Donc là, ici, voilà. Ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle une fourchette. Alors je vais repérer des pions centraux, hein, c'est une évidence. Ça aussi, c'est très important quand je prends les deux sur échec. Hein, parce que là, on pourrait se dire, il défend. Non, parce que je prends le cavalier sur échec. Donc voilà. Le fait de prendre les deux pièces sur échec m'assurait qu'il ne pouvait pas défendre. Donc ici, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous prenez du matériel, la plupart du temps, vos pièces sont décoordonnées. Et puis alors là, du coup, la pression est retombée, on pense qu'on peut aller gagner le petit pion par là, etc. Non. Du matériel, deux pions, une pièce, c'est suffisant. N'allez pas chercher du matériel supplémentaire au détriment de l'harmonie de votre position. Ça, c'est hyper important ce que je viens de vous dire. Bon, voilà, ça on s'y attendait. Donc je prends le cavalier sur échec. Et donc là maintenant, j'ai une pièce de plus, j'ai de l'harmonie, j'ai mon roi j'ai roqué. Lui, il veut jouer fou E7, mais bon, voilà, ça craint. Donc là, ce que j'ai envie, c'est de jouer tout de suite menace fourchette. Voilà, ça c'est encore une identification des menaces tactiques ici. Surtout qu'en plus j'aurai une grosse combinaison, même encore plus forte, c'est-à-dire quasiment dame prend tour, dame prend et cavalier. Voilà, parce que sinon j'aurai un clouage quand même sur la dame, donc ça faut faire attention. Donc là, une fois que vous avez identifié le coup, j'ai envie de jouer cavalier D5. Qu'est-ce qu'il peut jouer en contre? Ça semble pas possible, parce que c'est interdit par les règles du jeu. Fou E7. Je fais ma petite combinaison, hein. Tout reprend, ouais, ça marche. En plus, ça liquide. Cavalier D5, qu'est-ce qu'il peut jouer? S'il vient jouer ici, bon, je prends. Il faut que je fasse quand même attention que madame est non défendue. Ça, c'est aussi important. Bon, cavalier, ça semble naturel. Vous voyez, par exemple, s'il fait fou E7 et que je me précipite, je me dis, ouais, super, fourchette. Ok, comment je fais pour défendre? C'est pas si facile. Donc là, intéressant,
Je vais menacer fourchette de l'autre côté. J'aurai fou G7. Est-ce que ça passe? Je me fais pas attaquer. Enfin, même si je me fais attaquer. Ah si, quand même. Cavalier prend. Mhm. Et ça, c'est un petit peu plus délicat quand même. On va se grouiller quand même aussi. Cavalier, je serais obligé d'enlever la dame. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors, je la ramènerai ici. Ou est-ce que je centralise une pièce? Ah, je vais pas jouer ça encore une fois. Je vais plutôt centraliser mes pièces, comme je vous l'ai dit. Je vais amener ça sur la colonne C, enfin l'une ou l'autre. Parce que ça, c'était plutôt embêtant. Alors que maintenant ça, avec le fou qui contrôle cette case, cavalier menaçant fourchette, ça craint là, pour lui. Ok. Est-ce qu'il peut jouer ça? Non. Allez. Il recloue de nouveau. Donc là, ça sent le mat quand même. Est-ce que je peux prendre? Je prends avec quoi? Je peux prendre avec ça peut-être? Est-ce que ça sent le mat? Est-ce que ça sent le mat? Oui, ça sent le mat. Ouais, ma tour va être, madame va être non défendue. Si, ça sent le mat. S'il vient ici, je prends avec madame. Et s'il revient, je fais fourchette. Ça sent le mat. Allez, 7 secondes. Fasse pas n'importe quoi. S'il vient jouer, je prends avec la dame. S'il vient ici, je reviens ici. Est-ce que je prends avec ça? Non. Je reprends avec ça. Ça gagne la dame. Alors, je sais pas, il y avait peut-être un mat, mais... bien sûr qu'il y avait un mat. Tout simplement. Ah non, il y avait le pion, je suis bête. Allez, on se concentre. Ok, choc. Et là, c'est un mat par contre. Voilà. C'est un mat de Cosio aussi. On est très content. Parce que je prends la tête avec mes élèves avec un mat de Cosio. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse de cette partie. Bon, voilà, une partie qui s'est bien passée. 96% de précision. Voilà. Bon, après, quand on me donne une pièce, c'est. Voilà. Mais sur le choix des coups, je suis content. Bon, je vais juste me faire chambrer parce que j'ai raté un mat de Cosio en deux. Et je peux vous dire que beaucoup de mes élèves, comme je vous le disais, je leur prends la tête avec le mat de Cosio, que je trouve qui est un mat pas facile à voir au milieu de l'échiquier de temps en temps. Et puis on verra comment on peut travailler un petit peu ces tableaux de maths d'ailleurs. Allez, on regarde vite fait. E4, 5. Donc, le Gambit du Nord ici. L'autre variante qu'on peut avoir, c'est fou C4, voilà, comme je vous le disais, qui est intéressant. Et sur la prise, on vient sortir les deux fous. Voilà. Sur la prise ici du pion, voilà, on est à moins 0,4, encore une fois sur une profondeur de 45, donc 22 coups à l'avance, 23 coups. Les noirs peuvent garder un léger avantage. Voilà, ça vous prouve le fait que ce soit jouable pour les moins de 1800 à tous les niveaux. On le trouve hein, même chez les maîtres. Voilà, on trouve encore quelques parties. On trouve combien? 19 parties. Bon, voilà, ça se passe pas très bien pour pour les blancs, bien sûr. Mais si je regarde sur l'e-chess, voilà, on est sur du 54% de victoire. J'ai mis moins de 1800 là, je crois, au niveau du FIP, par rapport au niveau de la partie qui est moins 1600. Hein. Voilà, le but il est là, hein, on est d'accord. Je le préconise pas pour le jouer au-dessus de 18-19. À un moment donné, il y aura un plafond de verre, vous ne réussirez pas parce que le fort joueur va avoir travaillé son répertoire d'ouverture. Un joueur qui joue au 4-5, il a une variante sur le gambit du roi et le gambit du nord. Ça, c'est une évidente. Pour les parties rapides, alors là, vous pouvez y aller, vous pouvez augmenter un petit peu le niveau parce que vous pouvez avoir la surprise du gambit, le fait il n'a pas revu la variante depuis quelques temps, donc ça, c'est assez surprenant. Et puis, c'est sympa à jouer. Voilà, voilà, quelle ambition on a au niveau des échecs de faire des belles parties, de faire des parties d'attaque. Est-ce qu'on veut être GMI, etc. Si vous êtes GMI, il faut arrêter les gambis. Et encore que les GMI savent les jouer. Mais c'est surtout, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir. Voilà, avec des belles attaques, vous avez vu la partie, elle est plaisante, c'est sûr. Ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Ça se passe pas toujours comme ça. Mais en tous les cas, je trouve en plus que ça apprend l'activité. Ça apprend l'activité.
Souvent à mes élèves, je leur dis, mince, j'ai perdu un pion. Ben, voilà, quand vous perdez un pion sur une combinaison, ben, faites semblant que vous avez fait exprès de le donner. Puis une fois que vous êtes conscient que vous avez fait exprès de le donner, vous vous dites, bon, au fait, pourquoi je l'ai donné, au fait? Voilà. Ah bah tiens, ouais, tiens, j'ai un petit peu d'activité, tiens, il a cette case faible, etc. C'est ça chercher les compensations. C'est ça chercher les compétitions, les compensations. De toute manière, vous allez perdre des pions dans vos ouvertures. Voilà. Ou alors sinon, bah, vous n'êtes pas moins de 1600, moins de 1800. C'est-à-dire que vous connaissez toutes les ouvertures et puis ça se passe nettement mieux. Donc cavalier C6, qui est un des coups les plus joués chez les moins de 1800. On est pile dans le répertoire, on peut le voir, hein. Cavalier C6, il m'a joué quelque chose d'assez standard, qui est à 30%, une fois sur trois, ce cavalier F6. Ça c'est normal parce que c'est des coups de développement, etc. Mais au final, bah, les noirs ne gardent pas leur avantage matériel, c'est-à-dire que j'ai trop d'activité. Et ici, le problème de D6, c'est que on vient jouer un pion supplémentaire. Voilà. Et là, j'ai 4 pièces qui jouent contre une. Là, c'est déjà compliqué. Donc là, une fois sur deux, ça fait Dame E7, qui est déjà pas une erreur, mais où on a complètement repris l'avantage. L'autre coup, pour maintenir l'avantage, c'est Dame D7, qui n'est pas du tout naturel, parce qu'on vient gêner la sortie des pièces, alors qu'on a dit à tous les débutants, faites attention de ne pas gêner vos pièces. Voilà. Mais là, c'est plutôt quelque chose de concret. Et il faudrait poursuivre par un petit roc, et sur cavalier A5, eh bien là, on a le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire l'échec que je vous disais, et on a ce fameux problème. Bon, alors c'est pas très grave. Dame prend, sur Dame prend fou. Bon, on a encore un petit peu de l'activité d'un jeu sans les dames. Hein, ici sur fou D7, on a plusieurs petites choses, ouais, même à la poussée. Bon, ok, voilà, ça, on va chercher les compensations. C'est pas la position rêvée qu'on veut d'un Gambit du Nord, mais bon, voilà, hein, ça commence à être connu quand même, hein. Quand on a B3, C4, cavalier A5, ça fait une fourchette. Quand on a deux pièces ici en C2 et en D3, cavalier B4, ça fait fourchette. Voilà, ça c'est les coups qu'il faut faire attention quand on met des petites choses en batterie de ce côté-là. Allez, Dame E7, donc petit roc, j'ai tout développé. Et puis ici, il faut bien chercher à développer ces pièces, mais c'est déjà trop tard. Sur cavalier A5 qui peut poser problème, bien ici, là, je récupère la pièce, donc du coup il est obligé de revenir, et là j'ai encore une pièce de plus de développer sur cette position. Donc voilà, tout ce qui est rêvé. Donc pas de cavalier A7, obligé de revenir en dame E7, trop dur à trouver ici. Faux 6, hein, ça est joué 17%, donc une fois sur 6. Dans cette position, avec pas d'ambiguïté, 82%, parce que la prise elle est quand même aisée. Ici, ça marche aussi, hein, c'est gagnant. Et en même cavalier D5, ici, c'est gagnant. Donc voilà, mais le plus simple, prise. On a parlé un petit peu des résolutions tactiques. On a deux pièces prises en fourchette et on les prend sur échec. Donc il n'y a pas de problème particulier. Ici, j'en ai parlé. Attention, on a une dame non défendue. Ça, c'était le bon coup. Il vient défendre. Fou F4, c'était le bon coup, hein. Si j'étais parti, je m'étais gavé. Ah, bah, qu'est-ce que je fais? Je peux plus prendre ici. Voilà, il fallait que je trouve des coups un petit peu plus compliqué, hein. Donner ici pour reprendre la dame. Bon, je l'ai dit, ça c'est beau, hein, quand même. Et sur la prise, fou G5. Waouh! Waouh! Ah, c'est chouette. C'est chouette. Est-ce que je l'aurais trouvé si j'avais joué ça? Bon, peu importe. Fou F4, ça va dans l'esprit de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ramener des pièces à l'attaque. Et puis là maintenant, c'est parti, ça fonctionne. Il revient ici, je prends sur fourchette, et puis là, j'ai raté ce fameux mat en deux. J'avais un D6. J'en ai parlé dans la partie, mais je ne voyais pas ce qui se faisait. En fait, tout simplement, le cavalier défendait la case. Donc le mat de Cosio, c'est un mat où les deux cases de fuite sont prises par les pièces de notre adversaire. Voilà, ça, c'est le mat de Cosio. Bon, j'ai mis le mat de Cosio derrière, mais voilà. Hop. Pardon, toc. Voilà, je le trouve finalement derrière. Bon, bref, c'est le même. Voilà, on a ce carré de 3 sur 3. La dame prend toutes les cases sauf les deux, ici. Donc en fait, si l'adversaire a deux pièces sur ces cases, eh bien en fait, quand la dame ici, elle arrive au contact et qu'elle est protégée, il y a mat de Cosio. Donc pour vous entraîner sur les tableaux de maths, par exemple, ici, vous allez sur problème, tableau de bord des problèmes, thème des problèmes, et puis vous allez sur maths de Cosio. Ok, là, vous allez avoir que des maths de Cosio. Et là, on retrouve ces deux pièces qui sont prises. Maths.
Voilà, on retrouve avec un cavalier qui défend, mais ça peut être une tour, ça peut être un pion. Voilà. Alors c'est bien ces entraînements, ça nous permet d'identifier ici, on a encore le même. Voilà. Vous entraînez au tableau de maths. Et du coup, ensuite, vous les trouvez beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Ici, c'est aussi intéressant, la dame ne pouvait pas revenir. Donc là, c'est un pion qui défend. Mais ici, de la même manière, les deux cases de fuite sont prises. Donc vous identifiez, si vous arrivez à identifier au sein d'une position les pièces qui sont gênantes, et ben ça y est, ça va être fait. Donc ici, on sent... Ah, c'est pour les blancs, pardon. Ok. Alors là, celui-là, il vient de nulle part, hein. Mais c'est ces deux pièces-là, en fait. Donc on fait échec. Et ici, mat. Alors qu'en fait, il avait du matériel de plus, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment un mat que j'adore, que j'avais du mal à identifier. Donc là, facile. Allez, on s'en refait quelques-uns. Ok. Au noir de jouer, pardon. Ok. On a les deux petits pions ici. Donc échec. Et c'est le fou qui va défendre ici. Échec. Et mat de Cosio ici. Le carré de 4 sur 4, comme ça. Allez, un petit dernier pour la route. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai mis moins de 1800. Allez, on s'en fait un plus difficile. Ok, vous pouvez faire pause, essayer de le trouver. Ok. Alors, où est-ce qu'on va mater ici? Donc déjà, on va regarder l'échec ici. Échec. Si on revient ici, il y a mat. Donc il est obligé de mettre le fou. Échec, fou prend. Fou vient défendre. C'est un mat de Cosio, ça? Ok. Si je fais tour prend fou, il vient ici. Échec. Ah oui, je le vois. Ah oui, je le vois, il va être ici. Il va être ici. C'est la dame qui vient ici. Donc le fou est disparu, le roi va être ici, et la dame, on va croquer ici. Donc échec. Et ici, pardon, fou prend, enfin fou défend, tour prend, roi prend, échec, il peut rien faire d'autre que d'aller au centre, échec, il vient ici, et mat. Voilà. Et il est ici, un tout petit pion qui fait le travail ici d'un mat magnifique. Voilà, donc ça vous permet de vous entraîner aux différents maths, au tableau de maths. Vous allez sur, sur l'e-chess, tableau de bord des problèmes. Vous allez chercher les tableaux de maths, maths de Cosio. Vous faites ça pendant une semaine, vous faites que des maths de Cosio. La semaine d'après, vous faites que des maths à l'étouffée. La semaine d'après, vous faites que des maths de Boden. Ensuite, de temps en temps, vous alternez, vous faites que maths. Vous ne savez pas quel type de maths c'est prêt. Il est pris dans la base de données. Un petit peu comme le Woody Woodpecker. Et puis ensuite, eh bien, ça vous permet de pouvoir mettre en place les tableaux de maths, de pouvoir mettre en place des menaces de maths. Et comme je vous l'ai dit sur la tactique, les premiers types de coups forçants, ce sont les échecs, et les seconds, ce sont les menaces de maths. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous donne envie de jouer un petit peu les gambits. N'en abusez pas quand même, hein, soyez sérieux. C'est pas parce qu'on a fait un gambit qu'on doit claquer les pièces à tort et à travers. Ça n'empêche pas de calculer, bien au contraire. C'est très consommateur d'ailleurs en calcul. Ça, faut le savoir. C'est vrai que quand vous jouez des parties à gambit et que votre adversaire défend, c'est pas très plaisant pour l'adversaire. Donc souvent il peut craquer. Et puis chez les débutants, il y a une prime à l'attaque aussi. Ça, on le sait. Bon, écoutez, n'oubliez pas le site internet www.chesstrainer2000.com et puis n'hésitez pas à liker, à partager et puis je vous dis à très bientôt. Soyez courageux. Ciao, ciao.